François, quel âge as-tu? 17 ans et demi. Alors, qu'est-ce qui t'a amené ici? Oh, différents vols. Quand j'étais à Paris, j'ai fait des vols d'argent surtout. Le plus important, c'était le cambriolage d'une librairie et c'est ce qui m'a amené ici. Quel âge tu avais quand tu as fait le cambriolage de la librairie? 14 ans. 14 ans. Et c'était ta première infraction, ton premier délit? Non, il y en a vu d'autres avant, des vols d'argent aussi. Tu volais de l'argent? Et je travaillais pas non plus, c'est pour ça que le juge n'a pas été d'accord. Alors tu t'es fait prendre comment? Bah, le libraire est sorti et nous on partait tranquillement. Le libraire est sorti, a crié au secours. Enfin, mon camarade s'est fait prendre. Moi j'ai réussi à partir, je suis parti plus vite que lui, quoi. Mais alors, il était obligé de dire mon nom, mon adresse. Alors là, tu as pris contact avec la prison? Ah non, non, pour ça, non, on m'a mis à Savigny. Enfin, mis à Savigny. On m'a relâché, on m'a donné une convocation au bureau du juge. J'étais au bureau du juge. Le juge m'a donné un avertissement, quoi. Enfin, il m'a dit que si je travaillais pas dans le mois qui suivait, il m'enfermait. Et j'ai pas travaillé. Un mois après, je me suis représenté. Il m'a redonné un avertissement et la troisième fois, ça a été la bonne. Alors la troisième fois, qu'est-ce que c'était? Oh, bah c'était toujours parce que je travaillais pas, puis je commettais des vols un peu partout. Alors des fois, je me faisais prendre, des fois non, des fois on me soupçonnait. Finalement, ils m'ont tout mis en bloc. Parce qu'après, je fréquentais, disons, une bande quoi, beaucoup plus nombreuse et on faisait des conneries ensemble, quoi. Ce qu'il est défini, c'est qu'ils sont dans la rue, qu'ils s'emmerdent à longueur de journée, physiquement. Hein, à longueur de journée, ils sont enracinés dans cet ennui et que, si vous voulez, ils ne peuvent non plus physiquement pas, hein, ni physiquement ni psychologiquement, prendre leur place dans une société où ils soient reconnus. Leur journée, c'est beaucoup de vide. C'est ne rien faire de toute la journée. Bon, ils se lèvent vers midi. Il mange s'il peut, généralement il peut quand même, et puis il va dans la rue retrouver les copains, ou retrouver une fille de temps en temps, et puis dans la rue il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'ils sont entre eux, ils parlent, ils inventent, ils affabulent, ils racontent des coups qu'ils ont faits, ou ils s'inventent eux-mêmes. Ils vivent dans un monde, ce qui les caractérise beaucoup, c'est qu'ils vivent dans un monde fantasmagorique. Mais si vous voulez, ce qui définit, il me semble, très bien leur vie quotidienne, c'est que le débouché naturel de l'état de blouson noir, pour reprendre cette terminologie, ça n'est pas du tout le gangstérisme, c'est la cloche. La plupart du temps, je crois, ce qui me frappe, c'est l'absence de travail assidu. Je crois que c'est cette oisiveté, voyez-vous, qui est la cause du mal. Je crois que les jeunes ne sont pas assez occupés, ou ne savent pas s'occuper, ou ne veulent pas s'occuper. J'étais barman, je travaillais dans un bar. Et tu as quitté toi-même ou quoi? Pourquoi tu es parti? Parce que j'ai vu que ça servait à rien de travailler, c'est tout. Là, je me promenais avec mes copains. Te promener, mais pourquoi Saint-Germain? Saint-Germain, je sais pas, parce que c'est ça. Je sais bien, je sais pas. Qu'est-ce que tu cherches? Quel genre de chasse tu veux? Des filles. Hein? Des filles. Tous les quartiers à Paris sont tellement morts. À Saint-Germain, c'est pas mal. On s'y amuse, on voit des gens pas comme ailleurs. Évidemment, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de beatniks, beaucoup de tout ça. Les gens n'aiment pas beaucoup, ils trouvent que ça fait... Oh non, mais enfin, je trouve que c'est un quartier comme les autres, tout comme nous. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment, rue Saint-André-les-Arts? Bon, rien de spécial, je suis venu voir des pique-niques, quoi. Tu es venu voir des beatniks? Ouais. T'es un peu beatnik toi-même? Oui, légèrement. Où est-ce que tu habites? Enfin, je suis de Marseille. Tu es de Marseille? Combien de temps tu es à Paris? Il y a 5 jours. Qu'est-ce que tu as fait tous 5 jours? Comment tu as mangé? Enfin, je fais la manche, quoi. Ça fait le pognon, on fait la manche. Et faire la manche, en fin de compte, c'est mendier, quoi. Ouais, mendier si on veut.
Ça vous fait pas un peu mal de mendier? L'habitude. Et en quoi ça consiste de s'amuser à Saint-Germain alors? De s'amuser, on peut traîner jusqu'à 4-5 heures du matin, on voit toujours du monde dans les rues. C'est simplement le plaisir de traîner. Ouais. À quelle heure tu vas rentrer chez toi? Dans quelle heure? Le matin. Le matin? Qu'est-ce que tu fais à Paris? Ah, rien. Tu dors la journée? Je dors la nuit, ouais. On dort la journée et on sort la nuit. Saint-Germain-des-Prés dont nous parlons, en fait, c'était le quartier latin traditionnel. Ça s'étale à la fois sur le 5e et sur le 6e arrondissement. Et puis, il y a eu, évidemment, l'époque glorieuse de Saint-Germain-des-Prés des années d'après-guerre. Est-ce que c'est cela qui, psychologiquement, a incité les jeunes à venir sur le secteur? Est-ce que c'est l'ancien quartier latin? Mais en tout cas, il est certain que maintenant, c'est constitué, sur tout ce secteur, un ensemble propre à attirer les jeunes. Les commerçants ont voulu attirer les jeunes par soit les vêtements, soit, comment dirais-je, tout ce qui intéresse la jeunesse, par des ventes d'objets divers intéressant les jeunes gens. Et on retrouve là un des problèmes de cette masse de jeunes gens qui est arrivée à éclosion à la suite des événements de la Seconde Guerre mondiale, qui est arrivée à éclosion à peu près à notre époque, et qui aboutit à apporter au commerce un marché à conquérir. On a voulu être jeune et on a voulu former un monde à part, et on en a, je crois, l'illustration à Saint-Germain-des-Prés. Nicoletta, vous avez bien connu cette ville-là. Comment avez-vous découvert Saint-Germain-des-Prés à votre sortie de la maison de rééducation? J'ai commencé à vivre la bohème, au jour le jour, avec des jeunes. Je suis partie en stop sur la Côte d'Azur, comme ça. Et comme je dessinais un peu, à Cannes, sur la Croisette, je vendais des dessins que je faisais. On dormait dans les cabines de plage. Et là, j'ai connu des gens qui me parlaient de Paris. Parce que je connaissais que la Seine-et-Oise. Oh, Saint-Germain-des-Prés, c'est formidable, c'est merveilleux, tu peux travailler la nuit, c'est très bien. Puis je me suis dit, après tout, au lieu de rentrer en Haute-Savoie, pourquoi je ne pousserais pas mon stop jusqu'à Paris? Et avec une jeune Parisienne, je suis rentrée de Cannes en stop jusqu'à Paris. Et j'ai atterri à 10h du soir, à 5 octobre 64, je me souviens. À Paris, la nuit, en plein Saint-Germain-des-Prés, devant l'église, dans le café de Flore. Et je ne m'étais pas du tout imaginé Saint-Germain comme ça, quand on ne connaît pas. Hein. Et j'ai débarqué au Flore. J'ai vu une faune de gens incroyables, très mélangés. Je ne savais pas où dormir. Et j'avais 15 francs en poche. Et on a dormi dans un petit hôtel, rue Grégoire de Tours, vers la rue de Bussy. Et il fallait payer sa fiche, ça fallait payer sa chambre tout de suite. Et je me souviens, comme profession, j'avais mis artiste. Et je ne savais pas du tout que je deviendrais chanteuse, mais comme je dessinais, j'avais mis artiste. C'était marrant. Et le lendemain, je suis retournée traîner au Flore, puis j'ai fait ça tous les jours. Et j'ai commencé à sortir la nuit. J'étais dans les boîtes, puis je dormais chez l'un, chez l'autre. Des jeunes comme moi qui ne travaillaient pas. Puis au bout de 15 jours, j'avais vraiment rien pour manger. Je ne savais pas quoi faire. Alors je traînais vraiment jusqu'à 6h, 7h du matin. Je buvais des cafés crème dans les cafés. Et à midi, j'allais faire ma toilette chez des copines qui ne pouvaient pas m'héberger. Et l'argent? J'en avais pas. Et le café? Les cafés, on se débrouillait entre nous. On vivait au crochet les uns les autres. Et après, j'ai eu la chance de travailler comme vestiaire dans un club ou des ciseaux. Je pendais les manteaux, on me donnait 1 franc. Alors je travaillais là. J'étais payée à la journée, je payais ma petite chambre d'hôtel. Et j'ai vécu comme ça, des tas de mois. C'est très facile de vivre à Saint-Germain-des-Prés sans travailler. Il suffit de ne pas avoir trop de conscience et de se plier au goût du jour. Ils mendient, ils font quelques petits délits, ils commettent quelques petits délits, seuls ou en bande. Et aussi, ils satisfont quelques vices de personnes très riches, qui les paient généreusement. Est-ce que tu es sollicité quelquefois pour faire des coups par les camarades? Oui, beaucoup. Oui. C'est-à-dire souvent. Oui. Et c'est quel genre de coups qu'on vous dit? C'est faire du trafic, un petit peu de trafic. De la drogue? Oui, de la drogue, beaucoup. Dans le quartier, c'est... Il y a un problème qui est un problème de contagion à l'heure actuelle, c'est celui de la drogue, qui a été introduite chez nous par les hippies et les beatniks, et qui semble avoir fait des ravages assez importants sur toute une population. C'est là un problème essentiellement d'ordre public, évidemment, puisque
vous savez à quel point ça peut être grave. Pour le moment, il y a un début. Si on en juge par ce qui se passe dans certains pays nordiques, c'est un problème très inquiétant et il est certain qu'il faudra employer des moyens très forts et très puissants pour arrêter ce véritable fléau, parce que en dehors des plaisirs intellectuels que certains peuvent tirer de ce genre d'histoire, les suites sont toujours catastrophiques, spécialement sur des jeunes pas solides. Je suis bien au courant de ces affaires de drogue. C'est terrible parce qu'ils y goûtent et pour eux c'est comme un remontant, un stimulant, parce que certains d'ailleurs, des jeunes, des très jeunes, se vantent de ne pas dormir pendant des nuits et des nuits en prenant de la drogue. Et pour un rien, maintenant vous achetez un petit peu de drogue, que ce soit du hashish, que ce soit une herbe quelconque ou que ce soit un produit pharmaceutique. Pour 5 francs, vous avez un cube de hashish. Comment sont les jeunes que vous arrêtez qui sont drogués? Dans les vapes, comme on peut... Je peux employer ce terme, dans les vapes. Ils sont bien, ils sont euphoriques, ils vous répondent gentiment, ils sont bien. Et puis tout d'un coup, il y a une période d'abattement qui est terrible. Ils s'effondrent, ils pensent plus qu'une chose, c'est à dormir, c'est à dormir, à se reposer. Et puis ils bafouillent, ils bégayent, c'est l'abattement. Ils se droguent pourquoi? Pour passer le temps. Ni plus ni moins, ou pour connaître, pour savoir. Alors, je crois que vous avez aussi dans votre quartier de prédilection, Saint-Germain, une autre forme de délinquance juvénile, qui est la prostitution. Et la prostitution sous 2 formes. La prostitution des garçons et la prostitution des filles. C'est un problème dans le sens que les jeunes ne veulent pas travailler. Dès qu'ils connaissent la vie nocturne des hauts lieux de la capitale, ils veulent vivre facilement. Et alors certains qui sont servis par leur physique se laissent aller à la prostitution masculine. Et l'argent pour manger, pour s'habiller? On se débrouille. C'est-à-dire se débrouiller? Oh, ça c'est difficile à dire, hein. C'est personnel. Je suis bien habillé, j'ai de belles chaussures, un beau veston. On te le donne. Pourquoi on te le donne? Moi, je ne connais pas ça qu'on me donne. Comment? Parce que je suis beau gosse. Ça coûte quand même très cher de sortir dans les boîtes. Ouais, celui qui veut, ça coûte pas très cher. Je sais pas. C'est-à-dire... Comment fait-il? Comment fait-il? Je sais pas, moi je me fais inviter facilement dans une boîte. Comment et par qui? Par des types, par des filles, par n'importe qui. C'est-à-dire, dans un quartier, on se fait aborder facilement, c'est tout. Il y en a des aussi jeunes, beaucoup de plus vieux, oui, en effet. Oui. Alors la prostitution féminine, chez les jeunes, c'est surtout une prostitution d'occasion. C'est pas une prostitution apparente, c'est une prostitution quand même assez cachée. C'est-à-dire, on appelle ça en fait les michetonneuses. C'est pas une prostitution, une prostituée notoire. C'est la fille qui cède aux avances d'un monsieur et qui lui fait comprendre qu'elle est un petit peu démunie en ce moment. Et si ce monsieur pouvait la dépanner, ça l'arrangerait bien. Ni plus ni moins. C'est ça. En fait, c'est un remerciement, un cadeau. On vit un peu comme un garçon et on partage le lit de n'importe qui. Pour se loger. On peut aussi pour se loger. Arriver à faire l'amour avec quelqu'un, je le dis crûment, parce qu'on en a marre d'être seul et on a une présence près de soi, et puis aussi parce qu'on est vraiment seul à tout point de vue. Quand on peut plus payer son hôtel, on retrouve un garçon qui dit bah, t'as qu'à venir chez moi, alors c'est pas une solution. Puis il y a aussi la prostitution, on y vient facilement comme ça. Il y a aussi la fille qui crève de faim pendant 8 jours, qui peut pas se payer une paire de banilons, ni un manteau, ni une paire de chaussures. Et elle trouve un type de 30 ans qui traîne à Saint-Germain, qui a son métier la journée, sa femme, ses enfants. Je te donne 50 000 francs, tu passes 2-3 jours avec moi. Il y a beaucoup de filles qui font ça. C'est quand même tentant. Quand elles crèvent de faim en 3-4 mois. Et c'est comme ça qu'on voit la prostitution. Et j'ai eu de la chance, j'ai quand même échappé à ça. Et je l'ai quand même côtoyé. Alors Nadia, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Germain à minuit moins le quart ou à minuit quand on a 16 ans? Bien, on se promène, on se promène de temps en temps. On essaye de sortir, mais quand on a 16 ans et quand on n'a pas spécialement les papiers qu'il faut, on ne vous fait pas rentrer où on veut, quoi. Je ne suis pas une michetonneuse et je peux vous dire,
que même bien sûr, s'il y a des michetonneuses, elles font leur vie. Moi, je suis une ouvrière et je ne suis pas une michetonneuse. Si un jour je dois me marier, je serai propre pour le mariage. Est-ce que vous croyez que dans 1 an, dans 2 ans, vous ne pouvez pas devenir une michetonneuse? Je ne sais pas ce que je ferai. Je ne peux pas dire ce que je ne ferai pas. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est très possible, comme d'ailleurs toutes les filles qui y sont maintenant. C'est ce qui leur arrive, comme ça pourrait m'arriver à moi. Ça vous fait peur? Oui, dans un sens. Mais si ça devait m'arriver, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne pourrais pas faire autrement. Et ce serait par besoin d'argent? Si j'avais vraiment besoin d'argent, ça serait pour ma mère, pour mes parents. Vos parents savent que vous êtes là Oui, bien sûr. à minuit à Saint-Germain? Bien sûr. Ils savent que je suis à minuit à Saint-Germain. Mais s'ils me laissent mon entière liberté, c'est qu'ils ont confiance en moi. Ils savent que si je vais à Saint-Germain, c'est simplement pour m'amuser. Ce n'est pas pour michetonner ni pour faire du mal. À votre avis, monsieur le commissaire, quel est le degré de responsabilité des familles? Oh, c'est très variable. On ne peut pas, d'une part, parler toujours de culpabilité lorsque on a affaire à des débiles mentaux, à des gens qui vivent dans des conditions excessivement misérables et qui, par conséquent, éprouvent de telles difficultés pour subsister par leurs propres moyens que la part qu'ils peuvent réserver à l'éducation de leurs enfants, eh bien, est vraiment très minime, mais il n'est pas étonnant que dans de telles conditions de vie, eh bien, des garçons, des filles, de jeunes adolescents, eh bien, fassent des bêtises, comme l'on dit. Madame, quel âge avez-vous? Je vais avoir 65 ans. Vous avez des enfants? J'en ai 2, monsieur. Alors là, à côté de vous, c'est un de vos fils qui est là. Oui, c'est mon fils. Comment t'appelles-tu, toi? Christian. Comment? Christian. Est-ce que tu as été en prison? Ouais. Quel âge tu avais quand tu étais en prison? Bah, j'ai commencé à 15 ans, aller à Savigny. Puis après, 3 fois à Fresnes, j'étais. Qu'est-ce que tu avais fait? Simplement des vols de voiture? Vol de voiture, puis vol de mobilette. Les premiers temps, je faisais vol de mobilette, puis après, j'ai fait des vols de voiture. Ton père ou ta mère ne te demandait pas ce que tu avais fait la nuit? Non, pas du tout, non. Et vous, madame? Moi, je me lamentais parce que je me rendais malade. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas arrivé un accident? Je me faisais du mauvais sang, tout. Surtout que je suis déjà cardiaque, tout. Si je comprends bien, c'est dans cette pièce que vous couchez, vous et vos 2 enfants? Oui, monsieur. Est-ce que vous croyez que si vous aviez eu une autre vie, donc une vraie maison, est-ce que vous croyez que Christian, votre fils... Il aurait changé d'un rue de tout. Parce que comme les fois qu'il me dit, maman, vivement qu'on soit parti d'ici. D'après vous, il n'aurait jamais été en prison? Il n'aurait jamais été en prison. Il n'aurait jamais volé? Il n'aurait jamais fait de conneries, monsieur. C'est-à-dire que vous ne pensez pas que c'est de votre faute à vous, mais c'est de la faute de la façon dont il vit? C'est à cause de ça qu'il est... Il soit trop enfermé. Mais malheureusement, depuis qu'il est revenu, jamais il a fait de conneries, monsieur. Plus jamais? Plus jamais. Des fois, il me dit, maman, je vais à Paris, ou je vais au cinéma, et il va avec un petit garçon, petit jeune qui reste à côté, et il est très gentil, sa mère et son beau-père n'accepteraient pas qu'il fait des conneries, puisque lui, il m'a dit, si tu ferais des conneries, Christian, je te causerai plus, et les parents n'en voudraient plus chez lui. Il a dit, c'est exact, je ne ferai plus de bêtises, je te le jure. Il a juré sur Notre-Dame de Lourdes et sur la croix de Jésus que jamais il n'aurait fait de conneries, du tout, du tout. Dans les milieux bourgeois, est-ce que vous avez aussi des problèmes de prédélinquance et des problèmes de fugue? Bien entendu, nous avons des problèmes de délinquance et des problèmes de fugue, et nous devons aussi intervenir. En ce qui concerne justement ces milieux-là, les fugues sont relativement moins nombreuses. Mais elles existent et les motivations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a toujours des motivations identiques. Par exemple, la mauvaise note en classe parfois pousse un jeune à quitter le domicile paternel de crainte d'une sanction qu'il estime trop sévère. Mais il y a aussi l'aventure amoureuse ou le désir de vivre sa vie, n'est-ce pas? C'est beaucoup à la mode à l'heure actuelle. Les jeunes quittent leur milieu familial parce qu'ils estiment qu'ils y sont même parfois trop heureux et qu'ils veulent se lancer eux-mêmes pour faire la preuve de leur propre personnalité. Est-ce que vos parents savent ce que vous faites? Non, pas. Vous n'avez pas? Non plus. Non plus. Ils sont morts? On les a pas connus, on les a pas connus. Ah, vous les avez pas connus? Non. Et il n'y a personne pour vous aider à Paris? Personne, non. Mes parents, ils habitent pas avec moi. Ça fait 2 mois, là, j'ai pas vu. Je vais les voir de temps en temps.
Au début, oui, beaucoup de questions, mais maintenant, puis ça leur est égal. De toute façon, ma famille, je la vois plus, alors. Tu la vois plus? Non, je vis tout seul et c'est aussi bien. T'as des parents à Marseille? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils sont séparés, c'est pour ça que je suis pas avec eux. L'inadaptation est finalement un problème plus personnel, à part quelques inadaptations globales, pourrait-on dire, liées au milieu social. La plupart sont des inadaptations personnelles, c'est-à-dire que sont essentiellement liées d'abord à la famille, mais la famille non pas forcément responsable sur le plan éducatif, mais parce que ce sont des familles qui sont elles-mêmes troublées. Des parents névrosés, ou des parents alcooliques, ou des parents souffrant de maladies mentales héréditaires. Tout ça se voit. Ou alors même une désagrégation de la cellule familiale peut jouer également. Oh, la désagrégation de la cellule familiale, elle est quelquefois moins dangereuse qu'une cellule familiale qui dure, avec des troubles de la personnalité très profonds. Une cellule qui est détruite dans l'inconscient, si je peux dire, et dans la profondeur, est beaucoup plus traumatisante que certaines familles matériellement séparées. Oui, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les conflits profonds, par exemple, entre les deux parents, même s'ils continuent à habiter ensemble, sont beaucoup plus dangereux pour l'équilibre des enfants que la vie plus calme qui peut régner entre certains couples qui ont réussi à se séparer à moindre frais. Les enfants payent toujours la séparation, c'est sûr, mais ils la payent moins quand les gens ne se disputent pas ou quand les gens n'ont pas de ces comportements inconsciemment antagonistes dont les enfants font toujours les frais. Emmanuel, vous avez 30 ans, vous avez, selon la tradition familiale, une très belle situation, mais depuis 3 ans, votre famille est plongée dans un drame parce que votre jeune frère, votre unique frère, a commis l'un des délits les plus graves qu'un adolescent puisse commettre. Qu'est-ce qui a pu amener un garçon de l'âge de votre frère, il avait 17 ans je crois, à faire ce qu'il a fait? Il faudrait remonter assez loin, en gros jusqu'à l'époque où il avait 12 ans. Il a été mis à la porte d'une institution privée. Après sa première mise à la porte, il a perdu pas mal de camarades, évidemment. Ça commençait à être un paria, ayant été mis à la porte. Donc les parents de ses camarades, du milieu où nous sommes, ne voulaient pas qu'il rencontre François. Petit à petit, il a bien fallu, à son âge, il fallait bien qu'il trouve des camarades. Il les a cherchés ailleurs. Il les a trouvés, c'est symptomatique. À chaque fois, il y avait la foire, l'auto-tamponneuse et autres. Et chaque fois que la foire venait, il commençait à faire des bêtises. Et là, il a rencontré pas mal de types qui l'ont entraîné, qui l'ont poussé en disant « Tu es fils de bourgeois, tu dois avoir de l'argent, il te faut de l'argent ». Il a cherché de l'argent de différentes façons. Et il est arrivé la dernière histoire. J'ai l'impression que, quand vous parlez du cas de votre frère, vous essayez de rejeter sur sa vie extérieure les raisons du drame qui a plongé votre famille. Est-ce que la famille ne se sent pas responsable? Certainement, parce qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses, que ce soit mon père, ma mère ou moi. Maintenant, c'est très facile à dire. On ne lui aurait pas laissé faire ça, on l'aurait empêché de faire telle chose, ce copain-là, on l'aurait mis à la porte plus vite, on l'aurait refusé à la maison. Ça ne serait pas arrivé. Mais c'est très facile à dire après. Enfin, de toute façon, nous nous sentons coupables, évidemment. Vous avez été très bien élevé. Vous avez réussi dans la vie. Vous avez dû être étonné de voir le comportement de votre frère. J'ai reçu exactement la même éducation que mon frère. Il y a un moment où il y a eu une bifurcation. Il y a plusieurs explications. Carence familiale, sûrement. Je suis d'accord. Fréquentation, aussi. Les fréquentations l'ont poussé à faire ça. Il y a eu l'éducation, enfin la formation scolaire. Je ne sais pas, on pourrait trouver énormément de raisons. Est-ce que vous l'avez pris comme un grand frère en lui disant « Voilà, si tu continues, je vais te donner une raclée magistrale ». J'ai jamais voulu lui donner cette raclée magistrale parce que je me connais, je suis nerveux, je ne sais pas quand je peux m'arrêter. Mais je l'ai au moins averti 10 fois, ou 20 fois, ou 50 fois, je ne sais pas. Bon, je suis coupable. Jusqu'à quel stade? Je n'en sais rien. C'est pas à moi de me juger. Plusieurs fois, j'ai
Je l'ai retrouvé dans sa chambre, en train de lire des petits bouquins ridicules, diaboliques, sataniques, terrifiques, horribles, enfin des trucs comme ça, qui sont vendus en vente libre, que n'importe qui peut acheter. Il peut acheter n'importe quel livre cochon, il peut aller à la foire comme il veut, un film interdit aux moins de 18 ans. Plusieurs fois, je l'ai vu sortir d'un cinéma interdit, où il y avait un film interdit aux moins de 18 ans alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a été dans des bistrots où il a consommé, je le sais parce que le tenancier lui-même me l'a dit, il a consommé soit cognac ou whisky alors qu'il n'avait que 16 ans. Ça fait déjà au moins 4 exemples qui prouvent que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Pourquoi ils aiment tant voler les voitures? Pourquoi la voiture? D'abord, c'est tentant, parce que des voitures, il y en a partout. Il y en a, tous les mètres de trottoir sont occupés à Paris comme en banlieue par des voitures. Et puis ensuite, la voiture, c'est, je ne sais pas, moi, c'est l'extériorisation d'une force, de puissance. On vole surtout des voitures puissantes. On vole des voitures de sport, car c'est plus agréable, et puis on peut faire de la vitesse. Il y a le maniaque, il fait de la vitesse, il y a celui qui veut épater les copains, parce qu'avec une voiture, on fait monter les copains, et puis on épate les filles, on fait monter les filles. On a l'impression d'être un peu insurable, on vient de piloter une voiture qui ne vous appartient pas, bien sûr, mais on est fort de ce nouvel état, et on est prêt à s'attaquer à d'autres actions délictuelles plus importantes, comme le vol. Et puis alors la voiture, ça sert aussi à ramener des filles, ça sert éventuellement aux attentats sexuels, ça sert à tout, quoi. Est-ce que ce décor de prison vous handicape dans la rééducation que vous avez à faire sur ces jeunes délinquants? Il est bien évident que le décor de la prison crée une contrainte et crée une ambiance toute particulière, et que les problèmes de la rééducation ne peuvent pas être abordés d'une manière aussi efficace que dans un centre ouvert. Mais il faut bien se rendre compte que les garçons qui sont ici sont des garçons récidivistes pour la plupart. Ils arrivent en prison, c'est pratiquement inéluctable en raison de tous les délits qu'ils ont commis, la quantité de délits ou alors de la gravité du délit commis. Mais le fait que nous soyons là constitue pour eux la dernière chance, une autre chance, car notre but et notre travail ici, la finalité de notre travail ici, c'est de tenter encore un reclassement, dans la mesure où c'est possible. Ainsi, nous avons eu des parricides qui sont arrivés à Fresnes, c'est un crime très grave, et nous avons pu les faire sortir de prison avant qu'ils ne passent en cour d'assises et amorcer un reclassement d'ores et déjà. À partir de quel âge un enfant peut-il être enfermé dans la prison? Eh bien, à partir de 13 ans, d'après la loi. En général, il est rare d'avoir un enfant de 13 ans ici, l'âge le plus bas et le plus courant étant un peu plus de 15 ans. Ils sont enfermés dans leur chambre le matin de 7h jusqu'à 9h, où il y a évidemment les travaux de nettoyage, prendre le petit déjeuner, et ensuite de 11h30 à 14h, et le soir de 18h à 19h.
Ensuite, dans les intervalles, ils vont soit en atelier, soit en classe ou en éducation physique et sport. Pierrot, quel âge as-tu? 16 ans et demi. Et qu'est-ce qui t'a amené ici à Fresnes? Vol de voiture. Il y a combien de temps que tu es ici? Ça va faire 4 semaines lundi. Je crois que tu restes assez souvent enfermé dans cette chambre. Oui, oui. C'est dur. Hein. Surtout que moi j'avais beaucoup l'esprit de liberté. Toujours voir ces barreaux-là, enfermé toujours dans la chambre. Alain, c'est la première fois que tu vas en prison? Oui. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour venir ici? Vol de voiture, puis des caves, des mobylettes. Tu restes souvent à la fenêtre, comme ça, ici? Tu regardes la vie qui est dehors? Oui, très souvent, les oiseaux manger. On reste ici, là, derrière les barreaux, puis on voit des fois des avions, même les gens qui vont de l'autre côté, quoi, dans la ville. Des fois, on entend le train. Ça fait quelque chose, on voudrait être déjà dehors. Quand tu es arrivé pour la première fois que tu as vu cette prison, quel effet ça t'a fait? Au début, je la croyais pas comme ça. Je croyais plutôt encore plus strict. On restait toujours dans la chambre. On mangeait pas beaucoup. Il fallait se mettre en rang dans la cour pendant des heures. On a quand même la liberté malgré qu'on soit dans la cellule. On descend dehors, on peut dire ce qu'on pense. On parle avec des camarades, tout. Des fois, ils laissent les chambres ouvertes. On va dans les étages. Vous êtes ici depuis combien de temps, Hélène? Depuis 10 jours. Et quel âge vous avez? 16 ans. Qu'est-ce que vous avez fait pour venir ici? Vol de voiture. Mais vous-même, vous avez volé la voiture? Non, avec des copains. Et pourquoi vous avez volé cette voiture? Parce que j'avais fugué de chez moi, ayant des ennuis avec mes parents. Parce que mes parents... Parce que ma mère boit. À quel âge vous êtes venu à Fresnes pour la première fois? 15 ans. Vous pensez souvent à ceux qui sont dehors? Oh oui. Vous avez pensé quelquefois vous évader? D'ici? Oh oui, mais illusionnement. C'est pas possible. Et quand vous entendez la vie qui passe à côté, tous les gens que vous entendez, parce qu'on entend les bruits de la ville dehors, Ouais. quel effet ça vous fait? Oh. Et quelle impression ça vous a fait quand vous êtes arrivé pour la première fois dans la prison de Fresnes? J'éprouvais la répulsion pour tout. Et puis un dégoût de la vie, j'en avais marre, quoi. J'avais tout claqué. Il peut arriver que certains réagissent très mal à ce décor et au bout d'un certain temps, aient des réactions d'allergie à ce décor, évidemment. Mais là, nous n'y pouvons rien, c'est une affaire de justice qui nous dépasse. Évidemment, nous leur apportons tout le soutien éducatif qui est en notre possibilité et nous essayons de leur faire supporter au mieux les conditions de détention ici. Est-ce que vous trouvez beaucoup de jeunes au cours de ces rondes? Des jeunes, il y en a pas mal, oui. Il y en a pas mal. Nous retrouvons parmi tous ces jeunes dans des villes boissons, des jeunes qui sont en fugue, des jeunes filles qui sont en fugue, des jeunes qui sont évadés de centres où ils ont été placés, des jeunes qui sont oisifs, qui n'ont aucune activité, aucune occupation habituelle. Vous voyez par exemple là? Oui. Ce sont des jeunes gens. Oui. Il y en a un que l'on emmène. Apparemment, ce jeune est encore mineur. Et vous voyez, si l'officier de police de la circonscription le fait monter dans le cas, c'est qu'il veut vérifier d'une façon plus sérieuse sa situation actuelle. Alors il va être conduit au commissariat et tout à l'heure, si rien ne peut être relevé à sa charge, il sera relaxé. Oui, mais alors tout à l'heure, quelque chose m'a frappé, c'est qu'on a emmené des jeunes gens et des jeunes filles qui, il est très vraisemblable, pas un d'eux n'a jamais commis un seul délit. Et on les a ramenés au poste de police, dans ce qu'on appelle vulgairement le panier à salade. Et la seule chose qu'on avait à leur reprocher, c'était de ne pas avoir de papier et d'être dans un café, ce qui n'est en fin de compte pas interdit. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces jeunes soient un peu traumatisés? C'est quand même, ça fait drôle d'être arrêtés comme ça. Et que ça leur donne même des idées, ça leur fasse des durs. Non, en principe, ces jeunes savent très bien que ces rondes sont assez fréquentes, qu'elles s'effectuent d'une manière souple et qu'elles n'entraînent pour eux aucun risque. Car s'ils n'ont rien à se reprocher, ils sont remis en liberté aussitôt, ou pour ceux qui sont très jeunes, remis à leurs parents, après vérification. Les parents sont convoqués à notre service, on leur fait connaître la situation
dans laquelle s'est trouvé leur enfant et on les leur remet en main propre. Quels sont ceux qui vous font plus peur? Les solitaires ou bien alors les groupes, les bandes? En principe, les bandes sont des bandes de jeunes qui ne sont pas tellement dangereux. Mais il arrive toutefois que, et on l'a vu trop souvent ces derniers temps, que des jeunes, je veux dire des jeunes de 20 à 22 ans, perdent la tête quand nous les interpellons. Pour si peu qu'ils aient commis un délit assez important ou assez sérieux, qu'ils pensent qu'on les recherche pour ça, c'est là qu'ils commettent l'imprudence de tenter de s'enfuir, ou même de choses plus graves à notre encontre. Tout le problème, c'est de leur fournir justement la possibilité d'un dialogue, d'un accueil adulte qui leur manque. Il faut que leur quartier, qui généralement a une attitude hostile vis-à-vis d'eux, devienne accueillant aux problèmes de ces jeunes. Et le rôle de l'équipe éducative, c'est de transformer la mentalité du quartier vis-à-vis des jeunes de la rue. Je ne nie pas du tout le mérite des éducateurs de l'éducation surveillée, des services sociaux, et je ne nie pas qu'il soit nécessaire à des moments où, pour certains individus, de pratiquer l'internat. Mais je pense que plus les jeunes sont délinquants, plus ils sont inadaptés, plus il faut les laisser dans leur milieu naturel. Ça semble paradoxal. Parce que c'est le milieu dans son ensemble qu'il faut faire monter, patiemment. Alors nous, évidemment, on obtient des résultats qui apparemment sont peu importants. Pendant 6 mois, 1 an, il n'y aura pas beaucoup de changements dans la rue. La bande, que nous préférons d'ailleurs appeler la horde, parce que bande évoque une idée d'organisation beaucoup trop grande, alors que c'est plutôt anarchique, la bande n'aura pas beaucoup changé. Mais les changements acquis seront définitifs. Notre action, c'est essentiellement une relation d'amitié avec un assez grand nombre de jeunes qui sont des jeunes de la rue et parmi lesquels il y a des délinquants. Vous avez repéré dans ce quartier telle ou telle bande qui, et à l'occasion d'un événement particulier, je ne sais pas, une fête foraine ou même sans événement particulier, au fond, vous allez vers eux, je dirais un peu, on leur rentre dans le chou dans la mesure où ils sont très étonnés de voir quelqu'un aller vers eux, puisque d'habitude ils font peur, un peu à cause de leur allure extérieure qu'ils cultivent d'ailleurs. On va vers eux, puis je sais pas, on va prendre un pot avec eux, ou alors au contraire on va tirer un carton si c'est une fête foraine, je ne sais pas quoi. Et bon, là on pose pas encore trop de problèmes, parce que ça arrive quand même de temps en temps qu'il y ait un type un peu joyeux, un peu sympa, qui leur fasse des choses comme ça. Mais c'est quand on revient le lendemain les voir qu'on commence à poser un problème. Et ils se disent, bon, pourquoi ce type est là ? Et à ce moment-là, ils cherchent à l'expliquer à partir de ce que eux connaissent, de ce qui est leur réalité. Et ils disent, bon, mais il n'y a pas de problème, ce type-là, c'est un homosexuel. Parce qu'effectivement, ils sont constamment à la merci de la demande des homosexuels. Bon, il faut un certain temps pour qu'ils s'aperçoivent que ça n'est pas le cas. Il faut même longtemps, il faut généralement jusqu'à 3 mois. Si on n'est pas un homosexuel, on est un flic. Et là aussi, il faut du temps, il faut 1 mois et demi avant de s'apercevoir qu'on n'est pas un flic, 1 mois, 1 mois et demi, enfin bien sûr ça varie beaucoup. Ils s'en aperçoivent aussi dans la réalité. Enfin, quand ils nous ont raconté, quand un ou deux qui a fait une histoire nous l'a raconté, qu'ils s'aperçoivent que on l'a pas arrêté, ni dénoncé, ni je ne sais pas quoi, ils s'aperçoivent bien qu'on n'est pas un flic. Et puis il y a un moment, mettons 6 mois, au bout de 6 mois, il y a un moment où pour une dizaine ou une douzaine de types, on devient... je crois qu'on est reconnu comme un pote, un ami, enfin, leur vocabulaire et le nôtre varie, et je dirais que pendant ce temps-là, eux ont fait une démarche vers nous pour nous reconnaître, et nous avons fait une démarche vers eux également pour les reconnaître. On ne fait pas le travail qu'on fait simplement parce qu'on a derrière la tête des idées charitables ou je ne sais pas quoi, en se disant il faut aider ces types-là. On commence à pouvoir faire ce travail quand on s'est rendu compte qu'il n'est pas question de les aider, hein, mais je dirais bêtement de les aimer. Et d'être aimé par eux, à la limite. Enfin, pas à la limite, d'ailleurs, et d'être aimé par eux. C'est, bon, mais ça, c'est un schéma, si vous voulez, parce que la réalité est drôlement plus vivante que ça. Et drôlement plus dans les deux sens. Je veux dire que je leur pose des questions, certainement, mais ils m'en posent sacrément aussi, justement sur ce à quoi, finalement, je peux croire au profond de moi-même. Quel genre de questions ? Les questions qu'eux me posent, ben, c'est que, vis-à-vis de ces jeunes qui, dans beaucoup de cas, ont commis des délits, et puis qui, je dirais, un petit peu en commettent à longueur de journée, enfin des choses qu'on est habitué à considérer comme immorales ou amorales, on se dit que quand même on a un sacré paquet de jugements moraux pénibles et pesants et qu'on considère les moindres petites choses comme amorales ou comme il y a des choses qu'on ne fait pas. Si vous voulez,
ça vous décape, je dirais, sur le plan moral. On finit par savoir à quoi on croit vraiment. Parce que qu'un type aille voler un disque dans un prise unique, je m'en fous. C'est vraiment comme ça, je m'en fous complètement. Ça ne le définit en aucune façon. Alors qu'au fond, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à faire ce travail, un type qui volait quelque chose dans un prise unique, c'était mal. Et j'avais beau essayer intellectuellement de le comprendre, je ne le comprenais pas de tout moi-même, si vous voulez. Alors que maintenant, oui, je peux dire que oui. Est-ce qu'il est possible d'être facilement copain avec des gens qui, par exemple, au niveau intellectuel, sont différents de vous? Ils ne sont pas différents de nous au niveau intellectuel, ils sont différents de nous au niveau scolaire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait des études supérieures, eux pas. Mais je suis persuadé qu'ils ont des quotients intellectuels absolument normaux. J'ai même l'impression qu'il y a pas mal de types qui sont surdoués parmi ces jeunes de la rue. Ils sont inemployés, c'est tout le problème. Quand vous avez dit de moi que je suis un étudiant, vous n'avez rien dit de moi, simplement que je suis inscrit à l'université. Quand vous avez dit d'eux qui sont des délinquants, vous avez dit d'eux qui sont inscrits sur le registre d'une prison, ou qui l'ont été. Mais c'est tout. Sont des hommes. C'est-à-dire que, bon, ce sont des hommes qui sont passés par chez un juge, mais c'est un accident, c'est une péripétie. Comprenez, vous définissez pas quelqu'un en disant qu'il a visité Carcassonne. Bien sûr que passer dans une prison, c'est pas neutre, c'est pas comme visiter Carcassonne, c'est sûr que ça marque un type. Ce sont des types extrêmement vivants qui ont des tas de capacités, et ces capacités, ils ont besoin de s'exprimer. Quand on a 14 ans ou entre 14 et 20 ans, on pète le feu et ils pètent le feu. Donc, si vous voulez, ils ont besoin d'épancher des forces, d'envoyer leurs forces quelque part, ils les envoyaient là-dedans. Nous, on essaye de leur proposer autre chose, dont ils retireront plus de satisfaction. On ne leur propose pas de faire du parachutisme, puisque nous en faisons, de la plongée sous-marine, du karaté, de l'électronique, des camps avec un vieux bus ou n'importe quoi. On ne leur propose pas ce genre de choses, simplement pour éviter qu'ils aillent casser les vitres des commerçants. Je dirais encore, je m'en fous. On leur propose ceci simplement parce qu'ils en trouveront. Ils auront là l'occasion de s'affronter à une réalité et ils tireront beaucoup plus de satisfaction. Et c'est socialement moins dangereux, ce que je disais tout à l'heure, que de casser les vitres. C'est-à-dire que ça ne les emmènera pas en prison. C'est important pour eux de ne pas aller en prison.